Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Cogito, une série initiée par l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Elle a pour but de contribuer à la diffusion de la recherche et de la création étudiante. Cette semaine, la série Cogito s'intéresse au Japon, à l'apprentissage d'un instrument de musique et à la planification forestière. Passionnée par le Japon, Valérie Harvey, qui représente la faculté des sciences sociales, a voulu porter un regard scientifique sur l'objet initial d'un intérêt purement personnel. Voilà pourquoi elle a décidé d'étudier le désir d'enfant des Japonaises. Valérie Harvey, konnichiwa. Konnichiwa. Alors vous représentez la faculté des sciences sociales et plus précisément le département de sociologie. Oui. Apparemment, vous êtes une mordue du Japon. Comment est-ce qu'on part d'une passion globale pour un pays à aller s'intéresser de manière plus précise au désir d'enfant des femmes japonaises? En fait, c'est un peu par hasard. J'ai fait un voyage au Japon pendant toute l'année 2006. Je suis partie 1 an avec mon conjoint pour découvrir, pour apprendre la langue, pour faire bouillonner mon esprit. Et puis, quand je suis revenue, la passion du Japon, elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai commencé à écrire des livres, j'ai donné des conférences, puis bon, je me suis mis à travailler, tout ça, mais j'avais le désir de, pas seulement de voir le Japon, comme j'avais fait pendant le premier voyage, mais d'essayer de le comprendre, de le fouiller plus profondément pour voir le sujet qui m'avait frappée en arrivant là-bas, parce que c'est sûr qu'on part toujours pour un long voyage comme ça, avec beaucoup d'informations sur le Japon, peut-être quelques préjugés aussi, parce que c'est loin, puis c'est à l'autre bout du monde. Puis moi, j'étais partie avec l'idée que la dénatalité était à peu près pareille comme au Québec. Puis ce qui m'avait marqué, c'est de remarquer qu'au Japon, les femmes avaient soit pas du tout d'enfants, soit 2 ou 3. Alors, la distribution n'était pas la même qu'au Québec, où on a 0, 1 ou 2 enfants. Donc, ça avait changé mon idée. Puis je me suis dit, il faut que je retourne aux études, ça me tente, je vais aller étudier ça précisément. Est-ce que c'est parce qu'elles n'en veulent plus? Donc, ça a donné que ce sujet-là est en sociologie, ce qui m'a obligée à faire des cours complémentaires pour pallier à mon manque de connaissances, parce que mes études précédentes n'étaient pas en sociologie. Puis j'ai tellement aimé la sociologie que j'y suis encore. Finalement, au travers de vos recherches, qu'est-ce que vous apprenez précisément du fait que soit les Japonaises n'en avaient pas, soit en avaient 3? Alors, je suis partie avec 2 hypothèses. D'abord, peut-être que le désir d'enfant n'était pas là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le goût d'en avoir, je n'avais même pas l'idée. Peut-être, c'était possible. Donc, j'allais poser des questions sur ce sujet-là. Et si le désir d'enfant était là, ma deuxième hypothèse, c'est qu'il y avait des obstacles, ce que j'ai appelé des freins à leur désir. Puis là, je veux savoir c'était quoi les obstacles. Et ce que j'ai découvert, c'est, à ma grande surprise, le désir d'enfant était non seulement là, mais il était même plus fort que ce que j'avais imaginé. Là, ça venait confirmer ma deuxième hypothèse, qui était qu'il y avait des obstacles. Et je les ai identifiés sous forme de 3 obstacles, c'est-à-dire le mariage. Pour avoir des enfants au Japon, il faut nécessairement être marié. Il y a juste 1,9 % des enfants qui naissent hors mariage. Pour faire une comparaison, au Québec, c'est plus de 60 %. Donc, c'est vraiment pas la même dynamique. Et pour se marier, il faut avoir un conjoint, il faut avoir rencontré quelqu'un. Et rencontrer quelqu'un, c'est pas évident au Japon parce qu'on travaille beaucoup. J'arrive à mon deuxième obstacle, qui est le marché du travail. On travaille tellement qu'on n'a même pas le temps de rencontrer quelqu'un. Et le marché du travail, quand on a des enfants, qu'on travaille 60 heures, les 2 conjoints, on ne peut pas, là-dedans, avoir un enfant, s'en occuper. Les garderies ferment très tôt, donc qui va y aller? Si l'enfant est malade, c'est qui va y aller? Donc, ça devient comme impossible dans le contexte du marché du travail d'avoir un enfant et de travailler en même temps. Et le troisième obstacle majeur que j'ai identifié, ce serait l'éducation.
Le niveau d'études en tant que tel rentre parmi les facteurs que vous avez pris en compte. Quel était celui des femmes que vous avez rencontrées? Alors moi, j'ai choisi d'interviewer des femmes qui avaient complété l'université. Donc soit le cycle court, soit le cycle long, parce qu'au Japon, on a deux variétés de cycles. C'est peut-être l'équivalent d'un cégep ou d'université. Donc quelqu'un qui avait fait après le secondaire. Parce que je voulais des femmes, justement, qui avaient une possibilité de carrière. Puis j'ai pris aussi des femmes qui avaient au moins 30 ans, jusqu'à 45 ans, pour que si elles avaient étudié suffisamment, bien, elles puissent avoir aussi exercé ces emplois-là. Et la moyenne d'âge pour avoir un enfant, un premier enfant au Japon, est un petit peu juste avant 30 ans. Donc je me disais, bon, bien, après 30 ans, je suis déjà dans les femmes qui ont fait le choix d'en avoir ou pas. Comment est-ce que vos études peuvent apporter une lumière sur la situation au Québec? À mon avis, je pense que la conciliation travail-famille est bonne. Et pour moi, un des aspects qui m'a marqué en étudiant les japonaises, c'est que je consultais évidemment plusieurs documents qui traitent des pays, mais de façon internationale, donc en comparant les pays développés. Donc l'OCDE avait beaucoup de documents sur la question, comparait les 30 démocraties les plus développées du monde, etc., etc. Donc le Japon, côté garderie, se retrouvait en finale. Et j'ai découvert qu'au Japon, on commençait à se rendre compte que le père était très important. C'est-à-dire que si on avait un père qui était plus impliqué, qui travaillait un petit peu moins que ses 70 heures par semaine, qui voulait revenir à la maison, qui voulait prendre part aux soins des enfants, généralement, ça incitait les femmes à en avoir un deuxième. Et que dans les familles qui étaient mariées, il n'y avait pas de dénatalité. Les femmes qui sont mariées ont 2,2 enfants. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui refusent, mais qui ne se marient pas dû au contexte. Donc, l'État japonais a identifié le père comme une clé. Et pour moi, ça a sonné une sonnette dans ma tête. Je me suis dit, les pères sont très peu étudiés. Leur implication dans le désir d'avoir des enfants. Donc, le père est une clé que j'ai eu le goût d'étudier. Donc, c'est pour ça que je continue mes études au doctorat. Et cette fois-ci, je m'intéresse au père et pas au père japonais. Je vais aller voir, parce que le père japonais est pratiquement absent. Donc, mon étude va être difficile à faire dans un pays où c'est pas encore en place. Donc, j'ai voulu étudier les pays où le père avait une plus grande implication. Donc, je vais étudier le Québec parce qu'on donne quand même un congé de paternité qui est de 5 semaines. On laisse aussi le choix aux parents du congé de 7 à 9 mois qui peut être disposé entre la mère ou le père. Donc, je pense qu'il y a un changement dans le désir d'implication des pères qui est plus grand. Et je vais aller aussi faire un petit stage d'études en Islande l'année prochaine parce que là-bas, c'est très, très développé. Le père a 3 mois de congé de paternité, donc c'est beaucoup plus avancé qu'au Québec. Donc cette fois-ci, je m'inspire des pays qui sont plus avancés pour vraiment aller voir qu'est-ce que le père québécois, quelles sont les valeurs qui le motivent à s'impliquer auprès de sa famille. Qu'est-ce qu'on a besoin dans une société pour que le père soit plus impliqué? Parce que si au Japon, on donne 5 semaines au père, il ne va pas s'impliquer, là. Il ne va pas plus y aller. Il y a quelque chose qui manque. Il ne peut pas changer une culture juste en donnant une mesure. La mesure vient toujours après. Elle vient parce que les gens avaient le goût, avaient le désir, les politiques suivent. C'est rare qu'elles sont à l'avance. Donc, c'est pour ça que ce petit rapport se perd. Et là, je vais rétablir l'égalité. Après avoir étudié les mères, je vais me lancer sur les pères. Je vais les décortiquer avec attention. Valérie Harvey, arigato. Do itashimashite. Mathieu Boucher, qui représente la faculté de musique, constate que bénéficier d'une rétroaction durant l'apprentissage d'un instrument de musique est crucial. Pourtant, jouer et s'écouter jouer de manière critique sont 2 choses difficiles à faire en même temps. Sa solution, utiliser une caméra comme outil de rétroaction. Mathieu Boucher, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté de musique et vous intéressez particulièrement à l'usage de la caméra comme outil de rétroaction dans l'apprentissage de la guitare. Dites-moi, en tant que tel, quelle est l'importance que vous accordez à la rétroaction dans l'apprentissage d'un instrument? La rétroaction, en fait foi d'à peu près tout dans l'apprentissage d'un instrument de musique, puisque qu'elle vienne du professeur ou qu'elle vienne, dans le fond, du musicien qui s'écoute lui-même, toutes les décisions qui sont prises par le musicien pendant qu'il joue et après, même pendant son travail, sont prises à partir de la rétroaction qu'il reçoit.
donc fondamental. Dites-moi maintenant, quelle est la valeur ajoutée de la caméra dans cette rétroaction? La rétroaction, quand elle vient d'un professeur, elle vient d'une personne extérieure, donc qui offre des commentaires, qui offre des critiques sur ce que le musicien joue. Lorsque le musicien s'enregistre et se visionne un enregistrement de sa propre prestation, il peut en fait voir ce que le public voit et entend. Alors que lui, plutôt quand il enregistre, quand il jouait, c'était de derrière l'instrument qu'il entendait ce qu'il jouait. Et généralement, pendant qu'un musicien joue, son attention est très monopolisée par le fait simplement de jouer. Et il reste parfois peu de place pour l'écoute critique qui doit venir avec la prestation. Donc, la caméra vient aider, dans le fond, à séparer les deux tâches en deux. Donc, on enregistre d'abord, on joue, on se concentre sur le fait de jouer et ensuite, on peut se réécouter de façon très disponible, finalement. Dans la rétroaction, justement, la caméra semble être devenue un outil fondamental. Est-ce que c'est nouveau dans l'apprentissage d'un instrument de travailler avec une caméra? Non. La plupart plusieurs professeurs, en fait, utilisent la caméra dans leurs cours, utilisent l'enregistrement audio aussi. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est le fait de se pencher, en fait, sur les effets concrets de la caméra, d'un point de vue scientifique. On se doute que ça fonctionne en musique, puisque on a vu que ça fonctionnait dans les sports, dans d'autres formes d'art comme le théâtre. En musique, on a très peu de données actuellement sur l'effet réel de la caméra, sur l'autoréflexion chez un musicien, mais c'est donc je dirais peut-être un premier pas, dans le fond, dans cette direction-là. Du coup, comment est-ce que vous avez structuré votre étude en tant que telle? J'avais des étudiants de niveau collégial qui venaient travailler une seule pièce. Tout le monde travaillait la même pièce pendant 10 répétitions d'une durée de 20 minutes chacune. Et à 4 reprises durant ces 10 jours-là, je leur demandais d'enregistrer la pièce. Donc, je les filmais en train d'enchaîner la pièce d'un bout à l'autre et je leur demandais des commentaires d'auto-évaluation ensuite. Il y avait la moitié des participants qui, le lendemain, pouvaient revoir la vidéo de leur prestation enregistrée la journée précédente et je leur demandais à nouveau de commenter ce qu'ils venaient de voir. Donc, ma recherche en tant que telle consiste à comparer les deux perceptions pour voir qu'est-ce que l'étudiant est arrivé à mieux percevoir dans sa prestation en visionnant la vidéo de la prestation. En bout de ligne, est-ce que la caméra, comme outil de rétroaction, pourrait remplacer un professeur? Oui et non. Oui, remplacer le professeur à un moment où il n'est pas là, c'est-à-dire pendant la semaine de travail, alors que l'élève n'a pas accès à son professeur de toute façon. Donc oui, la caméra pourra remplacer le professeur, en fait devenir une sorte d'assistante professeur en l'absence de ce dernier. Mais non, évidemment, la caméra ne pourra jamais remplacer l'expertise d'un professeur, tout le savoir, la connaissance de l'élève et tous les aspects qui peut aider, sur lesquels il peut commenter l'élève. La caméra ne peut pas donner de commentaires et l'élève ne peut, dans le fond, ne peut pas voir autre chose que ce qu'il connaît déjà. Il peut juste mieux le percevoir, mais pas nécessairement quelque chose de nouveau dont il n'a jamais entendu parler. Est-ce que vous, dans le cadre de vos recherches, vous avez développé un outil lui permettant de mieux lire ce qu'il voit à la caméra? Pas pour l'instant, parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas rendu très loin dans ce domaine-là. Donc, avant de dire est-ce que une grille d'auto-évaluation, c'est ce que vous impliquez, avant de dire si ça pourrait aider en plus du visionnement, il faut voir uniquement ce que le visionnement peut donner. Mais j'ai des élèves qui l'utilisent, la caméra à la maison, et il m'arrive même parfois que mes cours de guitare consistent à tout simplement à ce que l'élève arrive avec sa clé USB, les vidéos qu'ils ont enregistrées pendant la semaine, et moi, ça me permet donc de regarder ce qu'il a enregistré avec lui, et plutôt que de donner mes commentaires après l'exécution de la pièce, qui parfois, avec des étudiants avancés, peut durer 8, 9 ou 10 minutes. Là, on peut arrêter le vidéo et je peux donner mes commentaires à l'instant même où les choses sont arrivées. Toute recherche vise un objectif global. Le vôtre, ça serait lequel? Ma recherche s'inscrit dans un objectif, comme vous le dites, très global, qui est de, comme les autres chercheurs le font, de mieux comprendre le processus d'apprentissage d'une pièce. Une fois qu'on comprend mieux le processus d'apprentissage, on peut mieux définir les stratégies qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. On peut mieux l'expliquer aux élèves. Et si on outille mieux les élèves avec des bonnes stratégies pour bien travailler, on pourra donc aider les élèves à rendre plus rentables les nombreuses heures qu'ils vont passer à l'instrument. Puisque, malheureusement, pour nous et comme dans bien d'autres domaines où on cherche à atteindre l'excellence, il y a plusieurs heures qui sont passées à travailler, mais si le travail n'est pas de qualité, même si on a fait les heures,
on n'aura pas les résultats. Donc, pour rentabiliser, dans le fond, les nombreuses heures qui sont passées à l'instrument. En dehors de l'université, les professionnels, est-ce que c'est des gens qui l'utilisent? Oui. Oui, les professionnels, on a plusieurs musiciens professionnels qui vont enregistrer des prestations, les mettre sur YouTube, justement, qui est comme aujourd'hui le canal principal de diffusion de ces vidéos-là. C'est donc beaucoup utilisé dans le milieu professionnel, mais comme je le mentionnais tantôt, on en sait peu. On sait que ça fonctionne, on se doute que ça fonctionne en fait, mais on en sait peu sur les réels effets de la caméra. Que pensez-vous que la technologie puisse changer dans l'apprentissage d'un instrument? Comme la technologie fait partie de la vie de tous les jours des jeunes et moins jeunes, trouver des façons de l'inclure dans l'apprentissage musical, selon moi, va tout simplement aider à rapprocher les jeunes peut-être de l'apprentissage musical même. Et en général, on a un très haut taux de décrochage chez les jeunes pour ce qui est de la musique. Il y a énormément de jeunes qui commencent des cours d'instruments de musique quand ils sont jeunes et qui ne les poursuivent pas une fois rendus à l'âge adulte. Donc, si on peut trouver, si la caméra ou tous les autres moyens, comme on entend parler des iPads qui sont utilisés dans les écoles primaires et secondaires maintenant, donc on peut trouver des moyens technologiques à inclure dans l'apprentissage musical. Je crois qu'on fera juste plus se rapprocher de la réalité des jeunes. Vous avez parlé, surtout vous, dans votre recherche de la guitare, mais pensez-vous qu'on puisse étendre l'usage de la caméra à d'autres instruments? Évidemment. J'ai choisi... j'ai limité, en fait, mes participants à la guitare puisque je suis guitariste classique de formation. Donc, je croyais devoir, dans le fond, bien connaître ce que je voyais sur la caméra ou ce que les participants me disaient pour pouvoir juger de ce qu'ils font. Mais comme je ne juge pas du tout ce qu'ils font, je fais qu'analyser les aspects de jeu qu'ils voient et comment ils réfléchissent pendant qu'ils travaillent. Je pourrais très certainement étendre la recherche éventuellement à d'autres instruments et à d'autres niveaux que le niveau collégial, qui est celui qui m'intéresse actuellement. Mathieu Boucher, merci. Merci beaucoup. Une mauvaise planification forestière peut autant mettre en péril la durabilité de la forêt comme de son exploitation, constate Grégory Paradis, représentant de la faculté de foresterie, géographie et géomatique. Voilà pourquoi ce dernier propose un modèle plus efficient de planification forestière. Grégory Paradis, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté de foresterie, géographie et géomatique, et plus précisément le département des sciences du bois et de la forêt. Vous vous intéressez à la planification forestière et d'emblée, vous notez une incohérence entre la planification de la récolte et la consommation du bois. En quoi tient cette incohérence? La nature de l'incohérence, c'est que le gouvernement fait des simulations à long terme de la récolte qui suppose qu'à chaque jour, l'industrie va récolter le maximum de bois qui est soutenable indéfiniment. Cependant, si on observe les véritables comportements de l'industrie en regardant les données de récolte qui sont disponibles depuis des décennies, on peut constater que la véritable récolte est non seulement bien inférieure à ce niveau-là, mais qu'elle est biaisée, dans le sens que la répartition des essences d'arbres dans la consommation des usines est très différente de la répartition des essences d'arbres qu'on suppose qui vont se faire récolter dans nos projections à long terme. Plus spécifiquement, les essences feuillues, celles avec des feuilles, comme par exemple un érable, ont souvent une très basse valeur économique par rapport aux essences résineuses, comme par exemple un sapin de Noël, qui, elles, ont souvent en moyenne une plus forte valeur économique. Alors, on a tendance à se passer outre les peuplements avec beaucoup de feuillus et favoriser les peuplements avec beaucoup de résineux. Cependant, nos plans, nos projections à long terme ne reflètent pas cette réalité-là. Je crois que tout bêtement, si on faisait juste regarder le profil de récolte historique et qu'on faisait quelques projections à long terme qui ressemblent à ce qu'on a fait historiquement, ça nous donnerait des meilleures informations sur le futur. Dites-nous, quelles sont les conséquences véritables de cette incohérence? Moi, je vois qu'il y a deux types de conséquences possibles et ça va surtout être une ou l'autre. La première étant que, en ayant cherché un sous-ensemble biaisé
de la possibilité forestière à chaque année, on change la composition de la forêt systématiquement d'une façon qu'on n'a jamais prévue. Alors, éventuellement, moi j'ai simulé dans des premières phases de mon projet qu'on pourrait facilement s'imaginer que d'ici 20 ou 30 ans, dans certains coins du Québec, on manque de bois. Pas parce qu'il ne reste plus d'arbres debout, mais parce que tous les arbres qui sont debout ne correspondent pas du tout à un profil qui serait possible de récolter et d'amener à une usine à profit. Alors, ça serait juste du bois avec une valeur nette négative. Ça serait ce qu'on appelle une rupture de stock. Et l'autre conséquence, c'est si on suppose qu'on a besoin de récolter beaucoup plus de bois que ce que dans les faits l'industrie veut acheter et consommer, on est obligé de faire une sylviculture qui est beaucoup plus intensive que ce qui est nécessaire. Chose qui a un impact potentiellement négatif écologique, mais aussi c'est très coûteux. Donc, on vient surtaxer écologiquement la forêt et en même temps, on fait baisser le potentiel de création de valeur pour l'industrie forestière. Quelle est la méthode que vous avez employée dans vos recherches en tant que telle? Dans un premier temps, pour déterminer que c'était pas juste moi qui étais inquiété pour rien, on a commencé par juste simuler le statu quo. Alors, on a commencé par simuler de faire un calcul de possibilités, un plan à long terme, puis ensuite, on a simulé de faire une récolte qui ressemble un peu à ce qu'on a pu observer qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Ensuite, on fait croître la forêt pendant 5 ans et on fait un autre plan à long terme, court terme, long terme, court terme, long terme, court terme, et ce 30 fois, pour simuler 30 cycles de planification sur 150 ans, chose qui n'est pas faite en ce moment. La deuxième phase de notre plan de recherche, c'est une fois qu'on a constaté qu'il y a une incohérence et que cette incohérence-là peut avoir des conséquences négatives, on était motivé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme bout de chemin pour régler le problème. Ce qu'on a conçu, c'est une extension au modèle actuel qui ne fait qu'ajouter une contrainte au modèle de simulation. La contrainte dit on projette de récolter le plus de bois possible en perpétuité, même chose qu'avant, sauf il faut que tous les arbres qu'on simule de récolter, on soit plausiblement capable de simuler, de les couper, de les transporter vers une usine et de les vendre à profit. C'est tout. C'est pas si complexe que ça à décrire, sauf que le fait d'injecter cette composante-là dans le modèle actuel le rend, avec la technologie disponible actuellement, impossible à résoudre. Ça fait un modèle mathématique qui est trop gros. Alors, par-dessus ça, on est en ce moment en train de finaliser un prototype de méthode qui permettrait de résoudre cet énorme problème-là. Et du coup, ça va espérément faire une belle contribution à la recherche mathématique puisqu'on va extensionner les capacités de résoudre des énormes modèles avec notre méthodologie. Et dans un troisième temps, on va essayer d'appliquer notre nouveau modèle dans une étude de cas pour simuler what if le gouvernement demain matin décidait d'adopter notre nouvelle méthode, est-ce qu'on peut simuler que ça aurait des effets bénéfiques autant sur la durabilité de la forêt à long terme et sur le potentiel de création de valeur de l'industrie aujourd'hui? Êtes-vous capable de chiffrer en fait les bénéfices qui pourraient être engendrés en matière d'argent si on appliquait vos solutions? Avec les simulations préliminaires qu'on a faites, on simule que si on continue à faire ce qu'on fait là, en ce moment, dans certains territoires, la profitabilité des opérations forestières va chuter d'environ 1 % par année pendant 20 ou 30 ans. Donc, si on projette 20 ans dans le futur, ça va baisser de 20 %. On a réussi à peu près à annuler cette chute-là pour maintenir la profitabilité juste en faisant des tout petits ajustements au plan à long terme. Et ça, sans même développer de nouvelles méthodes ou rien. Ce que nous, on pense, c'est qu'en développant une nouvelle méthode de planification qui, dès le départ, de façon proactive, essaie de maximiser le potentiel de création de valeur, qu'on devrait pouvoir atteindre des bénéfices sur l'ordre de 20 %
d'amélioration de la profitabilité versus ce qui se fait en ce moment. Et puisque l'industrie en ce moment est à une profitabilité basse, historique, c'est un moment incroyablement opportun pour justement augmenter les marges de profit. Quelles seraient les pistes de réflexion que vous aimeriez aborder dans le futur? Ce que j'aimerais aborder dans le futur, c'est de prendre le concept de planification des réseaux d'entreprises et de convaincre les acteurs industriels de porter regard le plus loin possible vers la forêt. Parce que je crois que le plus on regarde loin, le plus on voit venir nos problèmes tôt. Et le plus on voit venir nos problèmes tôt, le mieux on est placé pour apporter des solutions pertinentes et à temps. Grégory Paradis, merci. Merci à vous. Revoyez ou découvrez les émissions diffusées cette semaine sur ulaval.tv. Prochainement, à Cogito, il sera question de cinéma, politique et histoire. Il sera aussi question de détection de virus dans l'air, c'est-à-dire l'aérovirologie, et de dialogue interreligieux. Au revoir.